Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'arrive avec une nouvelle vidéo dont le sujet m'a été demandé par plusieurs personnes. En fait, en ce moment, je suis en train de réfléchir à la suite de Louise Budget. Est-ce que je fais un site internet? Je compile des articles de blog? Est-ce que je continue ou pas le système des enveloppes? Alors pour moi, bien sûr, je vais le continuer, mais est-ce que ça va garder cette forme-là sur la chaîne YouTube? Est-ce que je fais une vidéo à part pour les enveloppes? Bref, je me pose plein de questions, mais une chose est sûre, c'est que je continue à vous demander régulièrement quels sont les sujets que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et celui-là, le sujet de solder ses crédits ou épargner, par quoi est-ce qu'il faut commencer? Eh bien, c'est une question qui revient, sincèrement, qui revient hyper souvent et qui est encore revenue la dernière fois que j'ai fait un sondage, donc dimanche dernier, par email. Donc, cette fois, je vais le traiter. Rappelez-vous que je ne suis pas une experte en finance, je ne suis pas banquière, donc ça ce sont des informations que j'ai compilées, que j'ai demandé aussi, enfin j'ai demandé l'avis à ma banquière, j'ai demandé l'avis à des gens qui étaient plus pointus que moi, j'ai lu beaucoup d'articles et du coup j'ai essayé de compiler ça de façon la plus pédagogique possible, à savoir que comme dans tous les sujets qui tournent autour de la finance personnelle, ça dépend énormément de votre situation, donc je vous donnerai des exemples pour que vous puissiez vous y retrouver. Voilà, et bien sans plus attendre, je vous propose de commencer avec cette question. Est-ce que vous devez d'abord régler vos dettes ou est-ce que vous devez d'abord vous constituer une épargne alors ça dépend de plein de choses, hein, c'est ce que je vous disais. Ça dépend de là où vous en êtes notamment. Mais avant de commencer à répondre à cette question, il faut que vous soyez capable de faire un bilan de vos dettes. Qu'est-ce qui, pour vous, est une dette et à quoi ça correspond. Donc, hop, c'est parti. Quelle est la nature de vos dettes? Question primordiale avant de prendre une décision. Première chose, est-ce que vous avez des dettes par exemple, à taux zéro? Est-ce que vous avez des dettes sans intérêt? Alors, sans intérêt, je vais vous expliquer un petit peu. Une dette sans intérêt, ça peut être par exemple que vous avez emprunté de l'argent à un proche, un ami, un collègue, peu importe, et cette personne ne va pas vous calculer d'intérêt. Vous savez que vous avez de l'argent à lui rendre. Ça, c'est une dette qui est sans intérêt. En revanche, une dette à taux zéro, c'est une dette que vous avez contractée auprès d'un organisme financier, en général c'est votre banque, et qui vous a accordé un prêt à des conditions spéciales dans lesquelles il y a zéro intérêt. Donc c'est vraiment très différent, il y en a un qui est un prêt encadré et l'autre qui est une dette que vous avez vis-à-vis d'une personne qui est en général un particulier. Ensuite, vous avez peut-être un crédit immobilier. À la fois c'est considéré comme une dette, puisque vous êtes endetté tant que vous n'avez pas fini de rembourser votre prêt immobilier. À la fois, c'est considéré comme un investissement, évidemment. Et là, la question qu'il faut se poser, c'est quel est le taux de votre crédit immobilier. À savoir que les taux sont quand même hyper bas ces dernières années. Moi, j'ai souvenir que mes parents, il y a 30 ans, je crois, quand ils ont acheté leur première maison, le taux dépassait les 10%. Aujourd'hui, on est à moins de 2%. Donc, dans quel taux vous vous situez? Quand est-ce que vous avez contracté vos crédits? Vérifiez bien le taux. Qu'est-ce que vous avez aussi à vérifier? Évidemment, si vous avez des crédits conso, des crédits travaux, qui en général sont des crédits sur lesquels les taux sont plus élevés. Donc là aussi, vous allez regarder en priorité le taux. Non pas la mensualité, mais vraiment le taux qui vous est appliqué. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi après, mais tout ça, ce sont des choses sur lesquelles il va falloir faire un point. En vérité, ce que j'ai compris en étudiant ce sujet, c'est qu'il y avait des dettes qui n'étaient pas si mauvaises que ça, qui sont peut-être même bonnes à garder, et d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc on va faire un point, mais d'abord, vous faites votre propre liste. Taux zéro, les prêts sans intérêt, l'immobilier. Si vous avez un crédit immobilier, quel est son taux actuel? Et si vous avez des crédits conso, des crédits travaux, des choses qui ont été contractées par exemple chez des Sofinco, CTLM, etc., j'en passe, là aussi, quel est le taux de chaque crédit? Regardez bien aussi du côté de vos cartes de crédit. Et oui, on les oublie très souvent, mais si vous avez, je ne sais pas, une carte de crédit que vous avez prise aux Galeries Lafayette par exemple, et bien chaque fois que vous payez avec, vous avez un taux, évidemment. Donc vous remboursez toujours plus
que ce que vous avez acheté au départ. Faites le point d'abord là-dessus, faites-vous une petite liste, notez bien le taux en face, notez bien également la date à laquelle votre crédit s'arrête et les mensualités. Donc ça, c'est très très important pour commencer. Une fois que vous avez bien identifié la nature de votre dette, on va se poser une question toute simple. Est-ce que vous avez de l'épargne? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? J'avais fait une vidéo au sujet de l'épargne de précaution. L'épargne de précaution ou le matelas de sécurité, l'épargne de sécurité, enfin bref, il y a plein de noms par rapport à ça. Je vous conseillais, si vous n'avez vraiment aucune épargne, de vous en constituer une au moins de 1 000 €. En fait, la plupart des experts en finances personnelles ou d'auteurs de best-sellers connus sur ce sujet le disent. Le minimum, c'est quand même d'essayer de mettre de côté 1 000 €. Au moins 1 000 €. Néanmoins, il est préférable, donc je vous laisserai regarder vraiment la vidéo à ce sujet si c'est si vous n'en êtes pas là. L'idéal, c'est quand même d'avoir au minimum, là aussi, 3 mois de revenus, enfin 3 mois en tout cas de dépenses courantes par rapport à votre quotidien. Évidemment, ça s'évalue en fonction des personnes. Certains ont besoin de 2 000 € par mois pour couvrir toutes leurs dépenses et d'autres, avec 700 €, ils s'en sortent très bien. Donc, 3 mois au moins d'avance en épargne, ça, c'est déjà une très très bonne situation parce que vous pouvez dormir à peu près sur vos 2 oreilles en sachant que s'il y a un problème, pendant 3 mois, vous êtes couvert. Et puis, dans l'idéal, vous pouvez mettre plus, évidemment. Voilà, donc déjà, où est-ce que vous en êtes au niveau de votre épargne? Et là, on va parler du cas où vous êtes à 0 €. C'est-à-dire que vous n'avez que des dettes, que des crédits, que des mensualités à rembourser et absolument pas 1 € de côté. Donc, l'épargne, je le redis, je fais quand même un petit rappel. Pour moi, l'épargne aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'essaye de faire au quotidien, c'est-à-dire avoir de l'argent qui couvre mes dépenses et être capable de mettre de côté, non pas uniquement pour mes provisions, c'est-à-dire les choses que je dois absolument payer à la fin de l'année, par exemple une régulation EDF ou mon assurance voiture. Non, mettre aussi de l'épargne pour des projets, pour du au cas où, pour, pouvoir réaliser un rêve. Je veux dire, je le dis régulièrement sur cette chaîne, on ne fait pas un budget uniquement dans le but de payer ses factures. L'idée à terme, c'est de se sentir plus libre financièrement et de pouvoir accomplir des choses qu'on n'a jamais osé faire ou pour lesquelles on pensait qu'on n'avait pas les moyens. C'est aussi s'assurer évidemment qu'on puisse offrir un avenir un peu décent à ses enfants. Alors je dis ça, mais moi aujourd'hui j'ai une épargne de précaution, mais par exemple j'ai beaucoup de mal encore à économiser pour les futures études de ma fille et je n'ai qu'une fille. Donc vous voyez, on en est chacun à une étape du chemin. On fait comme on peut. L'important, c'est d'avoir des objectifs, à mon sens, en tout cas des objectifs qui vont au-delà de juste payer les factures. Maintenant, quand on croule sous les dettes ou sous les crédits et qu'on n'a pas d'épargne de côté, je pense que là, l'important, c'est de mettre au point une stratégie. C'est très bien d'avoir des objectifs long terme, mais d'avoir une stratégie pour se sortir déjà de cette situation. Donc déjà, vous allez évidemment calculer en fonction de tout ça, de tout ce que je vous ai dit, donc quelle est la nature de vos dettes? Est-ce que vous avez une épargne? Est-ce que vous n'en avez pas? Vous allez commencer à calculer votre taux d'endettement. Alors, le taux d'endettement, c'est très important pour vous rendre compte de là où vous en êtes. Très souvent, je le sais parce que j'ai vécu cette situation-là avec des proches, en particulier avec mes parents. Donc, je sais que c'est un sujet qui est très délicat. Le taux d'endettement, où est-ce qu'on en est? Donc, le taux d'endettement, il faut vous poser 3 questions. Quels sont vos revenus? Si vous êtes en couple, combien d'argent rentre chez vous tous les mois? Donc vos revenus, c'est vous si vous êtes seul, vous et votre partenaire si vous êtes 2, vous et toutes les personnes qui participent à votre foyer si vous êtes plus que 2. Donc combien de revenus en tout rentrent chez vous par mois? Ou par an d'ailleurs, l'important c'est d'avoir la même durée sur les différents critères que je vais vous proposer. Ensuite, quel est le montant de tous les crédits contractés? Donc, le plus simple pour moi, c'est de fonctionner au mois. Dans un premier temps, ça vous donne déjà une bonne idée de là où vous en êtes. Si vous gagnez 1 500 € net par mois dans votre foyer, que le montant des crédits s'évalue à 1 600 €,
Là, on a un souci. Moi, c'est exactement ce que j'ai découvert avec mes parents, c'est-à-dire que leurs 2 retraites cumulées ne suffisaient pas à rembourser les crédits à la consommation qu'ils avaient sur le dos. Donc, vous n'en êtes peut-être pas à ce niveau-là de stress et de problèmes financiers. Mais par contre, on a tous plus ou moins un taux d'endettement à partir du moment, en tout cas, où on a un seul crédit. Ça peut être un crédit étudiant, ça peut être un crédit immobilier, ça peut être un crédit travaux, conso, vacances, j'en sais rien. Du moment que vous remboursez, même si c'est le remboursement pendant 6 mois de 90 € par mois pour l'achat d'une télévision, par exemple, eh bien ça compte comme un endettement. Donc, en gros, quel est le taux? Combien de pourcentage représentent vos dettes sur vos revenus? Donc, vous devez faire le ratio entre vos dettes et vos revenus. D'ailleurs, on parle souvent de ce ratio dans les prêts immobiliers. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais pour toutes celles et ceux qui ont essayé ou qui ont acheté leur habitation principale, leur résidence principale, les banques ne veulent plus prêter au-delà d'un ratio de 33% d'endettement. C'est vraiment la limite en France pour pouvoir emprunter à une banque, on va dire une banque normale. Et malheureusement, les organismes qui fournissent des crédits à la conso ne regardent pas beaucoup ce taux, ils ne sont pas très vigilants. Bon, ils s'en fichent un peu globalement, donc ils mettent les gens dans des situations de surendettement extrêmement graves. Mais une banque, je ne sais pas, vous allez au Crédit Agricole ou à la Caisse d'épargne, ce sera pareil à peu près partout. Aujourd'hui, sauf exception, mais là ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Au moment où j'enregistre la vidéo, on est en 2022. En 2022, s'endetter à plus de 33%, c'est compliqué. Donc le 33%, c'est tout simplement, vous avez 33% de dette par rapport à vos revenus. Donc il vous reste 67% de reste à vivre. L'argent qui vous reste à vous, une fois que vous avez payé vos dettes, c'est 67%. Donc, calculez votre taux d'endettement. Il y a des formules de calcul, voilà, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les pourcentages, vous regardez les formules de calcul, vous tapez simulation taux d'endettement ou ce genre de choses sur Internet et vous trouverez de quoi vous aider. Dans tous les cas, il faut que vous sachiez où vous en êtes. Et là, ça va nous ouvrir à plusieurs scénarios. Qu'est-ce que vous devez faire en fonction de ce taux d'endettement et de la nature de vos dettes? Rappelez-vous, je vous ai demandé de regarder où est-ce que vous en étiez dans vos intérêts. Alors, les scénarios possibles. C'est vrai que j'oublie de faire mes petits jingles à chaque fois. En général, j'essaye de faire des hop ou des petits bruits de cloche pour montrer que je passe à une autre étape de la vidéo. Bon, bah voilà. Alors, scénario possible. On va dire le scénario 1. Supposons que vous soyez aujourd'hui à moins de 33% d'endettement. Alors, par exemple, moi, c'est mon cas. Le crédit immobilier que j'ai actuellement plus le crédit pompe à chaleur, tout ça, ça me donne un taux d'endettement de moins de 30% par rapport aux revenus qui rentrent chez nous, évidemment. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Aujourd'hui, supposons que vous ayez une rentrée d'argent exceptionnelle. Un héritage, un gain au jeu, une prime de dingo au travail, peu importe. La question qui m'est souvent posée, c'est bon, voilà, j'ai une rentrée d'argent, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rembourse d'abord mes dettes ou pas? Bon, est-ce que je mets ça de côté sur une épargne ou pas? Alors, premier conseil, j'ai compris une chose, il y a des prêts qu'il vaut mieux garder. C'est le cas des prêts à taux zéro. Et attention, je le répète, je parle des prêts à taux zéro contractés dans des organismes, dans des banques, voilà, toutes ces choses-là qui sont, on va dire, très officielles et sous contrat. Donc ça, vous pouvez le laisser courir, c'est OK. Vous n'êtes pas obligé de le rembourser en anticipé parce qu'au final, alors à moins vraiment que vous détestiez avoir des dettes, ce n'est pas la priorité si vous êtes endetté à moins de 33%. Si vous avez des dettes à taux zéro, gardez-les. Ça vous fait des petites mensualités et ça vous permet d'avoir une capacité d'épargne supérieure si la rentrée d'argent est importante. Donc, prêt à taux zéro, on oublie, on n'est pas obligé. Vous pouvez les rembourser, mais ce n'est pas une obligation. Ensuite, tous ceux qui ont des taux relativement bas, je parlais tout à l'heure par exemple des crédits immobiliers à moins de 2 ou 3%. Là aussi, vous n'êtes pas obligé de les rembourser en anticipé. Je me suis renseignée, moi, parce que l'objectif principal de cette chaîne, c'est d'essayer d'aller vers un objectif zéro dette. Dans ma vie, à moi, évidemment.
Et ma dette principale, qui est aussi un investissement comme je le disais, c'est ma dette de crédit immobilier. Or, la problématique, je me suis rendu compte que la majorité des banques, aujourd'hui, si vous remboursez votre taux, alors qu'il est déjà bas, votre crédit immobilier, eh bien la banque peut vous facturer des pénalités pour remboursement anticipé. Donc, faites très attention à ça. Quelles sont les dettes dont vous pouvez, si vous avez eu une rentrée d'argent exceptionnelle et que vous n'avez pas d'épargne, quelles sont les dettes dont vous devez vous débarrasser absolument ou que vous devez essayer en tout cas d'éponger au maximum? Eh bien, ça va être les taux élevés. Même si vous avez une mensualité qui vous semble basse, genre 50 € par mois, si vous êtes à 15%, 7%, 10% de taux d'intérêt, eh bien essayez en priorité de vous débarrasser de cette dette parce qu'en fait, sans vous en rendre compte, elle vous coûte très très cher. Ensuite, qu'est-ce que vous devez anticiper? Eh bien, tous les prêts sans intérêt que vous avez contractés auprès de particuliers. Vous le savez peut-être, mais quand on emprunte de l'argent à des gens qu'on connaît personnellement, à des gens qu'on aime, etc., le fait de ne pas rembourser dans les temps, le fait de ne pas rembourser du tout, eh bien en général, ça peut vraiment casser la relation. C'est pas vrai avec tout le monde, mais c'est quand même très souvent le cas. Il y a quand même une rancœur invisible qui s'installe. Donc, mon conseil, et c'est globalement le conseil que beaucoup de professionnels donnent, tout ce qui va être les prêts faits par votre famille ou par vos amis, ou par des collègues, peu importe, eh bien, remboursez-les en priorité pour préserver votre vie sociale et préserver vos amitiés. Donc, ça, c'est vraiment l'exception, même s'il n'y a pas d'intérêt, eh bien, l'humain en priorité, donc on rembourse ces prêts-là. Donc là, on va partir du principe que vous êtes à moins de 33% et vous allez choisir en priorité ce que vous allez rembourser. Si vous avez déjà une épargne, tant mieux. Si vous n'en avez pas, eh bien, je vous invite à d'abord vous occuper de ces choses-là qui peuvent vous mettre dans la panade. Et ensuite, grâce au fait que vous avez conservé des dettes ou des crédits à petit taux, eh bien, le fait d'avoir remboursé ces dettes-là, ça va vous permettre petit à petit d'avoir retrouvé une capacité d'épargne. Donc en fait, vous allez pouvoir jouer normalement sur les deux tableaux. Je récapitule, si vous êtes endetté à moins de 33%, vous essayez de vous débarrasser en priorité des taux élevés, des prêts sans intérêt et du coup, vous allez avoir normalement moins de mensualités à gérer et vous allez gérer ce delta finalement, cet argent que vous avez économisé, vous allez le placer petit à petit en épargne. Si ça prend un an, ça prend un an, mais au moins vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Deuxième hypothèse, et oui, tout ne se passe pas tout le temps de cette manière, évidemment. Si vous êtes aujourd'hui dans une situation un peu compliquée, c'est-à-dire que vous avez plus de 33% de taux d'endettement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, moi, ce que je vous conseille, et c'est vrai que je l'avais conseillé à mes parents, j'ai été un peu déçue qu'ils ne choisissent pas cette voie parce qu'aujourd'hui, moi, ma maman et mon papa sont surendettés, ils ont tous les deux entre 70 et 80 ans et ils ont dû reprendre le travail, donc ils n'ont pas une retraite, aujourd'hui, ils ont leur retraite plus un travail. Donc voilà, c'est la vie, c'est leur choix, chacun est maître de ses décisions, vous en premier d'ailleurs. Mais voilà le conseil que j'avais donné et qui, en tout cas, ce que j'ai vu est beaucoup recommandé, c'est si vous êtes endetté à plus de 33%, tout crédit, tout confondu, vous pouvez aller voir une société de rachat de crédit. C'est quoi l'objectif d'une société de rachat de crédit? En fait, ils vont prendre tous vos crédits et ils vont les réunir en un seul crédit. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir plein de mensualités dans différents organismes, vous allez avoir une seule mensualité dans un seul organisme. Alors, la durée en général de vos prêts sont allongées, c'est ça qui va permettre de faire baisser vos mensualités. Et étant donné que vous avez des règlements à faire tous les mois mais qui sont beaucoup plus bas qu'avant, vous descendez en dessous des 33%. Et vous récupérez de l'air pour pouvoir épargner au passage. Alors évidemment, tout cela a un coût. Moi, par exemple, mes parents, c'est clairement ce qui les a freinés. On dit, ouais, enfin, on a déjà pas mal de dettes, si en plus on s'en rajoute. Oui,
Effectivement, on peut le voir comme ça. Néanmoins, quand on est dans une situation où on peine vraiment à joindre les deux bouts à la fin du mois à cause d'un surplus de crédit, payer 3% de commissions qui vont être intégrées de toute façon à vos mensualités, donc pour vous c'est indolore, parfois ça peut être quand même le bon mouvement pour pouvoir reprendre un petit peu déjà d'espoir, hein, parce que concrètement, quand on gagne 1000 € et qu'il y en a 2000 € qui partent tous les mois, c'est très très compliqué de garder le moral. Là, ça vous remet et de l'espoir et de l'air pour épargner, et puis clairement, vous allez pouvoir retrouver une vie normale. Donc moi, je suis prête à payer plus cher en général pour avoir une vie normale, surtout comme je vous disais que c'est indolore, c'est pas à vous de sortir un chèque pour faire appel à une société de rachat de crédit, c'est elle qui va inclure ses frais dans vos mensualités, donc vous ne les verrez pas. Donc, si vous êtes à plus de 33%, c'est une solution. Si vous êtes vraiment, pardon du terme, mais dans la merde, vous avez aussi la possibilité de faire un dossier de surendettement. Là aussi, ça dépend évidemment de votre situation. Dossier de surendettement, ça peut être intéressant si vous n'êtes notamment pas propriétaire, que vous n'avez pas d'épargne de côté, puisque pour monter un dossier de surendettement, les personnes du comité vont évidemment vérifier ce que vous avez déjà comme actif en fait. Est-ce que vous êtes propriétaire d'une maison ou d'un appartement? Est-ce que vous pouvez le revendre? Donc, créer un dossier de surendettement, c'est aussi s'en remettre à une autorité plus haute, quoi. C'est un pléonasme, et accepter ces décisions. Donc, avant d'en arriver là, à mon avis, passez par le rachat de crédit et prenez vos décisions vous-même. Et puis, si vous êtes vraiment sous l'eau et que vous décidez au contraire d'être accompagné de A à Z, le dossier de surendettement peut être une bonne façon d'avancer, en sachant, par contre, si vous êtes propriétaire, on peut vous départir de votre maison pour rembourser vos dettes. Donc, faites très attention au dossier de surendettement par rapport à votre situation et vos objectifs, notamment si vous voulez garder votre résidence principale à votre nom. Alors, une fois que vous avez fait ça, notamment si vous avez fait un rachat de crédit et baissé vos mensualités, eh bien vous avez la possibilité effectivement d'épargner. Donc toujours, en fait, pour le moment, en tout cas dans les scénarios que je vous propose, l'objectif est toujours de se débarrasser d'un maximum de crédits en priorité, les mauvais crédits notamment, pour pouvoir ensuite épargner plus facilement et retrouver de l'air. Alors ça, c'est donc le deuxième scénario. Imaginons que vous n'avez pas spécialement de problème, vous n'êtes pas sous les crédits à fond, vous avez même pourquoi pas une petite épargne de côté. Eh bien, j'ai plusieurs personnes qui me disent, voilà, j'ai une rentrée d'argent là, qu'est-ce que je suis censée en faire? J'ai déjà une petite épargne et j'ai des crédits, mais je vais les garder parce que ce sont des bons crédits. Exemple, un crédit étudiant super bas, un crédit qui va vous pénaliser si vous le remboursez, un crédit immobilier à taux 1,5%, bref. Donc, si vous avez déjà une épargne, pourquoi pas, on a le droit d'être quand même dans une situation plutôt chouette. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'une rentrée d'argent exceptionnelle? Alors, comme je vous disais, il y a certaines dettes qui sont parfois bonnes à garder, les dettes à taux zéro, les dettes à taux bas. Vous avez aussi des dettes que vous pouvez rembourser. Alors, moi, ça a été le cas pour un crédit travaux il y a quelques années. Au début, quand on s'est installé, j'avais eu une rentrée d'argent exceptionnelle et j'ai décidé de rembourser un crédit travaux. Là, pour le coup, pour les petits crédits qui ont des taux élevés, parfois vous allez avoir au contraire des remboursements si vous remboursez, oh là là, je galère. Si vous faites un remboursement anticipé, vous allez gagner une prime. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, vérifiez bien toujours les conditions. N'hésitez pas à appeler l'organisme en disant « Ok, si je fais un remboursement anticipé de cette dette-là, de ce crédit-là, est-ce que je dois vous payer de l'argent ou est-ce que j'en reçois ?» Donc moi, c'est ce que j'avais fait et effectivement, j'ai reçu 4 ou 500 euros, je ne me rappelle plus exactement, mais j'ai reçu 4 ou 500 euros parce que j'avais la possibilité de solder un de mes crédits. C'était un petit crédit de 3000 euros, je crois. Quand je dis petit crédit, c'est-à-dire que par mois, j'avais une somme toute petite, quoi. Mais ça n'empêche que le taux était élevé et ça me restait en travers de la gorge. Je me disais, je suis encore endettée, quoi. Donc là, si vous touchez de l'argent de façon exceptionnelle, vous pouvez potentiellement vous renseigner sur les remboursements anticipés qui donnent droit à des primes. Ensuite, évaluez votre capacité d'investissement en fait. Aujourd'hui, si vous avez de l'épargne à la banque, parce que vous avez une épargne de précaution,
gardez-la à la banque ou mettez-la sous le matelas, ça c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, n'oubliez pas, une épargne de précaution, c'est là pour vous aider. C'est ce qu'on appelle un fonds d'urgence, hein, c'est là pour vous aider en cas de besoin. Donc il faut que ce soit facilement accessible. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup, si vous avez une rentrée d'argent et que vous avez déjà votre épargne de précaution, de gonfler encore cette épargne de précaution? Mon avis, c'est que non. Une épargne de précaution, ça c'est vraiment un avis personnel, mais une épargne de précaution, c'est une épargne de précaution. On ne va pas jouer du au cas où toute sa vie. Vous avez plusieurs possibilités, évidemment. Soit vous avez un projet, vous avez une rentrée d'argent et vous dites « Tiens, ça fait longtemps que je rêve de tel ou tel voyage, de tel ou tel resto, j'en sais rien. » Go, faites ce que vous avez à faire. En revanche, si vous n'avez pas spécialement de projet et que vous êtes quelqu'un de plutôt anxieux avec l'argent, évaluez cette fameuse capacité d'investissement. C'est-à-dire regardez, calculez de combien vous avez besoin pour avoir plusieurs mois devant vous au cas où il y a un souci, et puis le reste, est-ce que vous pourriez potentiellement l'investir? Vous le savez, aujourd'hui, une épargne dans un livret A, ça vaut que dalle. À la fin de l'année, si vous récupérez quelques euros, vous êtes assez content. On est à moins de 1% de rendement, je crois. Donc vérifiez bien les rendements de votre épargne. Que vous soyez quelqu'un qui a plutôt le goût du risque ou qui au contraire est très prudent, il y a toujours une solution d'investissement sur laquelle vous pouvez placer votre argent. Dans tous les cas, ne vous dites pas immédiatement j'ai déjà de l'épargne, j'ai quelques crédits, je peux tout solder, c'est parti, j'ai une prime exceptionnelle, donc j'y vais, je me débarrasse de toutes mes dettes. Ça, c'est vraiment un raisonnement au cas où vous êtes anti-dette, tout simplement. Ça, c'est possible, il y a des gens qui veulent vivre avec aucun crédit et moi, je trouve ça plutôt honorable, c'est plutôt là-dessus. Enfin, que c'est plutôt vers là que j'essaye de tendre, en tout cas. Néanmoins, on m'a alerté à plusieurs reprises, des professionnels m'ont alerté en me disant « Attention !» parce que des fois, on se bouffe son épargne à vouloir rembourser des crédits qui, finalement, ne font pas tant de mal que ça. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Si vous êtes dans un autre cas de figure, c'est-à-dire que là, j'ai fait les trois les plus courants, on va dire. Si vous êtes dans un autre cas de figure et que vous vous demandez est-ce que je dois rembourser mes dettes? Est-ce que je dois investir? Est-ce que je dois épargner en priorité? Dans quel ordre je m'y prends? Eh bien, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire. Je dis bien à nous en parler parce qu'en fait, j'ai la chance sur la chaîne Louise Budget d'avoir plein de gens qui répondent aux commentaires et qui donnent leur avis, leur retour d'expérience. Voilà, moi, je n'ai pas la science infuse, donc parlez entre vous. Je sais que certaines personnes m'ont même réclamé d'ouvrir un serveur Discord ou un groupe Facebook pour que vous puissiez parler entre vous. Je vous avoue que je n'ai pas encore eu le temps de me poser là-dessus, de voir les avantages, les inconvénients. Donc je vais m'y poser. Voilà, c'est pas encore pour tout de suite. En tout cas, utilisez pour le moment la barre des commentaires et faites-vous aider par d'autres. Vraiment, les gens sont réactifs et tous les commentaires sont bons à prendre. Dans tous les cas, dans pas très longtemps, je vous fais une vidéo bilan de mon budget du mois de mars qui est une catastrophe, c'est-à-dire que je faisais un challenge, pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, je faisais un challenge sur lequel je dépensais le moins possible. C'est complètement raté pour ma part. Je sais que d'autres font donc ce mois blanc, on appelle ça un mois blanc aussi, et s'en sortent très bien, donc bravo à vous. Moi, c'est... Bref, c'est pas grave, il y aura d'autres mois, il y aura d'autres façons. Moi, je vous ferai un bilan que là-dessus, je pense, la prochaine fois, puisqu'on attaquera le mois d'avril et que nouveau mois, nouveaux objectifs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura, que vous soyez endetté, pas endetté, en cours d'endettement parce que vous avez un projet, que cette vidéo vous aura donné des clés pour gérer votre épargne, vos investissements et vos dettes. En tout cas, si le sujet des dettes vous intéresse, dites-le moi aussi puisque je me renseigne de plus en plus sur les techniques pour rembourser ces dettes en anticipé. Donc, allez-y, lâchez-vous en commentaire. Je vous remercie, comme toujours, je vous remercie infiniment de votre soutien à cette petite chaîne qui grossit, hein, mine de rien, tous les jours elle grossit, ça fait vraiment plaisir. Et puis de l'investissement que vous mettez dans les commentaires, les réponses aux emails, etc. Vous êtes des amours. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, un très beau mois, bref, tout ce que vous voulez, une très belle vie. Je vous fais de gros bisous. Écoutez, comme d'habitude, prenez soin de vos petits sous et prenez bien soin de vous. À bientôt.